suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Macron des villes contre Le Pen des champs. Le cliché s'est progressivement installé au cœur des commentaires de la récente élection présidentielle. Il n'est pas tout à fait faux, ni tout à fait nouveau, s'agissant au moins du Front National, dont on nous explique depuis une quinzaine d'années qu'il fleurirait désormais, surtout dans les territoires périurbain où se concentrerait une population blanche, reléguée, déclassée, particulièrement victime de la crise économique et sociale, et dont le vote traduirait une colère face à l'abandon et au mépris qu'elle ressentirait, sans parler de l'insécurité culturelle qui la tétaniserait. Mais qu'en est-il réellement ? Le propre des sciences sociales face à ce type de description largement spéculative, c'est d'aller y voir au plus près, de mener l'enquête. Précisément ce qu'a fait depuis une quinzaine d'années Violaine Girard dans l'un de ces territoires périurbains où elle a découvert une réalité sensiblement différente à celle du cliché et même à bien des égards aux antipodes. Violaine Girard, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, vous êtes maître de conférence à l'université de Rouen, membre d'un laboratoire qui s'appelle le Disso Lab, et vous publiez aux éditions du Croquant le vote FN au village, trajectoire de ménage populaire du périurbain. Un livre d'enquête, donc, un livre de monographie, comme on dit, qui s'attache à décrire une situation particulière dans une région particulière. On va revenir sur cette enquête, mais je voudrais qu'on commence de façon plus générale par ce cliché que l'on a une nouvelle fois entendu après l'élection présidentielle, après le premier tour, après le second tour, à savoir que finalement le caractère le plus nouveau du vote Front National serait à aller chercher dans cette France périurbaine et que ces gens auraient voté majoritairement pour Marine Le Pen parce qu'ils se vivent comme les victimes de la globalisation, comme les victimes d'un chômage historiquement très élevé, et qu'ils vivraient dans des territoires où ils n'auraient pas choisi de s'installer, relégués en quelque sorte d'autres territoires. Ce sont toutes ces choses que vous remettez en question, et pourtant ces clichés ont la peau dure parce qu'on les retrouve d'élection en élection maintenant depuis un certain nombre de temps. Or, il suffit soit de mener l'enquête comme vous l'avez fait, soit ce que vous faites aussi de s'attacher un peu précisément à des enquêtes de l'INSEE par exemple, pour battre en brèche certaines caractéristiques les plus tenace de ce cliché. Par exemple, on pourrait commencer par là, Violaine Girard, le fait que si ces gens habitent ces endroits, c'est pour beaucoup d'entre eux par choix, par exemple pour sortir d'un type d'habitat et aller vers un autre, le pavillon, vu et pensé comme une trajectoire ascendante socialement, une promotion sociale. Oui, effectivement, Moi, les gens que j'ai rencontrés dans ce territoire périurbain, c'est pour beaucoup, pour les ménages populaires, ils avaient le sentiment d'avoir accompli des trajectoires de promotion résidentielle, d'avoir amélioré leur statut résidentiel. Alors, pour une part parce qu'ils vivent plus dans des quartiers populaires qui souffrent d'une image ou de représentation très dévalorisée, très négative, etc. Mais aussi parce que ils deviennent propriétaires, ils ont des logements un peu plus grands, une sûreté, etc. Donc voilà, on est loin de... on a pu entendre parler d'opposition entre le périurbain subi, le périurbain choisi, etc. Mais en tout cas, moi aussi, ce que je vois dans l'enquête, c'est que, et avec les chiffres de l'INSEE à l'appui, les fractions populaires qui accèdent à la propriété ou qui s'installent dans le périurbain ne sont pas forcément parmi les plus démunis, parmi les plus déshérités, etc. Alors, autre fait intéressant à noter, si ces gens s'installent là, dans un certain nombre de cas, c'est parce que aussi l'emploi est là. Et contrairement à, là encore, un cliché, ce ne sont pas des zones où il n'y a pas d'emploi nécessairement, ce ne sont pas forcément les sites industriels qui ont été délocalisés, mais ce sont des lieux où on a créé des zones d'activité, où les collectivités territoriales d'ailleurs ont été à la pointe pour faire venir des PME, et une part importante des nouveaux emplois créés est créée dans ce type de lieu.
Oui, exactement. Alors ça, il y a aussi des chiffres au niveau national, d'économistes, notamment des chiffres qui montrent qu'aujourd'hui, dans les grandes aires urbaines, quand on crée 10 emplois, il y en a 4 qui sont implantés dans le périurbain. En tout cas, ça concerne aussi certains types d'emplois, notamment des emplois industriels, parce que les industries sont consommatrices d'espace. Alors c'est pas les grandes concentrations industrielles des années 50, 60, 70, mais le cas que j'ai étudié, donc le parc industriel de Lariboire, il y a par exemple un rassemblement d'industries assez hétéroclites. Il y a de l'agroalimentaire, il y a de la pharmacie, de la chimie, il y a beaucoup de logistique. Les entrepôts logistiques sont des grands consommateurs d'espace et offrent des emplois aussi souvent peu qualifiés de préparateurs ou préparatrices de commandes, de caristes, etc. Il y a aussi du textile, de la sous-traitance pour l'industrie automobile. Donc ça donne un ensemble, mais qui compte plus de 4000 emplois en CDI, alors que le développement de ce parc industriel a démarré dans les années 80. Voilà, c'est du foncier peu cher et la périphérie des villes avec notamment des nœuds d'échange autoroutiers. Alors, si on veut résumer, en gros, c'est vrai que dans ces territoires périurbains, il y a une proportion plus forte que en moyenne de classes populaires, mais alors il faut mettre des S à classe populaire parce que en fait on a affaire désormais à des catégories extrêmement hétérogènes. Il y a sur ces territoires plus d'ouvriers, plus d'employés qu'en moyenne dans la population française. Mais si on regarde de plus près, on s'aperçoit que ces ouvriers et ces employés sont plutôt ceux qui s'en sortent pas trop mal, en moyenne en tout cas, ils sont dans des emplois, disons plutôt dans le haut de la hiérarchie de ces catégories populaires en quelque sorte. Oui, alors c'est pareil quand on regarde les chiffres. Moi, j'ai jonglé un peu entre les chiffres nationaux et les chiffres que j'avais à l'échelle locale dans les recensements de l'INSEE. Ce qu'on voit très fortement dans ce territoire, c'est une baisse de la proportion des ouvriers non qualifiés dans la population active et un maintien, par contre, de la proportion des ouvriers qualifiés. Il y a à peu près, chez les hommes qui travaillent dans ce territoire-là, 30% d'ouvriers qualifiés, donc 1 sur 3. Et puis, il y a un peu plus de 10% d'ouvriers non qualifiés et beaucoup de techniciens et de contremaîtres aussi. Et on voit ça aussi dans les données statistiques au niveau national, que les chutes des emplois industriels se font beaucoup sur les postes non qualifiés. Et par ailleurs, il y a aussi de la mobilité sociale avec des ouvriers qui, en cours de carrière, parviennent à accéder à des postes qualifiés, voire à des postes de technicien ou de contremaître. Enfin, technicien, c'est plus rare, mais notamment contremaître ou chef d'équipe. Alors, ce qui est frappant quand on vous entend, c'est que, au fond, la description que vous faites, elle contraste très très vivement avec, par exemple, ces livres à succès du consultant Christophe Guilly, qui nous dresse un panorama des territoires périurbains qui n'ont pas grand-chose à voir avec les chiffres de l'INSEE que vous rappelez ou avec ce que vous avez vu sur le terrain de votre monographie, Violaine Girard. Que dire là-dessus ? Je dis pas que tout est rose et que moi, parmi les gens que j'ai rencontrés, il y a beaucoup de trajectoires professionnelles heurtées. Il y a aussi des gens qui se retrouvent cantonnés à l'emploi intérimaire, qui subissent des déqualifications. Mais des problèmes de transport aussi. Je pense à la situation des femmes parfois qui se retrouvent dans ces habitats et je pense au livre d'Anne Lambert, elle était venue en parler ici sur ces lotissements, sur ces catégories populaires qui ont acheté à crédit une maison et n'ont pas forcément anticipé au fond l'éloignement, la nécessité de la voiture, enfin il y a des problèmes de ce type. Oui, et d'ailleurs j'avais pas parlé des femmes, mais pour l'emploi des femmes, les emplois d'ouvrières sont souvent peu qualifiés. Chez les employés, il y a aussi une hétérogénéité et des difficultés pour les femmes de conjuguer aussi les temps de travail, les déplacements, etc. Par contre, ce qu'on peut dire très clairement, c'est que le périurbain, c'est pas une catégorie homogène. C'est un peu là ce qu'on peut reprocher à Guilly, c'est qu'il simplifie énormément en créant une sorte de catégorie de territoire à partir de moyennes et il ne regarde pas des trajectoires en détail. Moi, j'ai regardé les chiffres et les statistiques à l'échelle d'un territoire. Alors, bien sûr, ça n'a pas valeur de représentativité de l'ensemble de ce qui se passe dans tous ces territoires-là, mais il y a quand même aussi des chiffres de l'INSEE au niveau national. Oui, vous avez aussi comparé vos résultats locaux avec les chiffres nationaux. Alors, cette enquête que vous avez menée, Violaine Girard, elle n'avait pas pour objectif initial le vote Front National. C'est pas ce qui vous intéressait de prime abord. Mais c'est aussi parce que ce n'était pas votre objectif initial, dites-vous, que finalement vous avez pu aborder sereinement et mieux la question. C'est parce que vous aviez noué avec les personnes que vous avez interrogées des relations qui n'étaient pas uniquement focalisées sur la question du vote ou sur la question de la politique, que vous avez pu probablement les faire parler à un certain moment de la politique et découvert les motivations, pour certains d'entre eux, de ce vote d'extrême droite.
C'est pas un hasard, hein. Au départ, je m'intéressais justement aux transformations liées à l'industrialisation, l'implantation d'un parc industriel et aux transformations des classes populaires, avec un intérêt pour cette question de l'accession à la propriété. Ça permet aussi de revenir sur ce qu'on disait par rapport à Gilly, hein, que les familles qui arrivent à devenir propriétaires, c'est de plus en plus dur, les durées d'emprunt sont de plus en plus longues, Anne Lambert, elle le montre bien aussi, mais du coup, ces gens-là sont quand même pas parmi les fractions populaires les plus précarisées. Et pour revenir sur l'enquête, c'est vrai que moi j'ai choisi vraiment de faire une enquête, de revenir régulièrement. J'y suis revenue pas mal en 2012 à l'occasion des présidentielles. J'avais été à l'occasion de différentes élections plutôt municipales et j'ai noué des liens notamment avec les élus locaux, ce qui m'a permis en fait d'avoir aussi de nombreuses discussions informelles et pas uniquement des entretiens enregistrés dans lesquels les gens n'ont pas forcément envie de vous livrer tout ce qu'ils ont sur le cœur ou tout ce qu'ils ont dans leur pensée. Et je pense que d'éviter la focalisation sur oh là là, mais je viens vous voir parce que vous seriez des électeurs du FN parmi vous. Et puis la longue durée, ça permet aussi des choses que les reportages journalistiques ne peuvent pas toujours saisir. En fait, le fait de connaître les gens, de connaître auparavant leurs conditions de vie, leur trajectoire résidentielle, ça permet de poser des questions plus ouvertement ensuite sur le vote ou les préférences politiques. Alors justement, si on prend cette longue durée, qu'est-ce que vous avez pu mesurer comme dynamique, comme évolution, je dirais, au fil du temps, à mesure peut-être que les difficultés économiques et sociales pouvaient s'installer davantage, comme dynamique aussi dans le rapport aux politiques? Est-ce que vous avez vu des choses évoluer, et même évoluer relativement rapidement sur la période longue sur laquelle vous avez eu l'occasion de travailler? Là encore, c'est à partir de quelques personnes, mais ce que j'ai vu, moi, vraiment, ce qui m'était pas apparu tout de suite et ce qui m'a frappé au fil du temps, c'est la manière dont des élus locaux, qui ne sont pas des professionnels de la politique, qui sont des personnes qui travaillent à côté, donc notamment un ancien ouvrier devenu agent de maîtrise et puis un technicien, donc des gens relativement proches des habitants en termes sociaux, de trajectoire sociale, et bien c'est la façon dont ces élus affirmaient de façon de plus en plus ouverte, de plus en plus récurrente, un certain nombre d'enjeux, notamment éviter l'arrivée de ménages issus de l'immigration, de ménages racisés, donc assignés à des origines ethniques différentes. La façon dont ces élus cherchaient à contrôler un certain nombre de ressources, notamment l'information sur les terrains disponibles à la vente pour construire des maisons, s'installer. Alors ça répond à un souci de leur part qui était de permettre aux jeunes générations des classes populaires de continuer à poursuivre ces trajectoires de stabilisation résidentielle engagées par la génération de leurs parents. Donc on est loin des classes supérieures qui peuvent contrôler leur voisinage, etc. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a des formes de racisme plus élevées chez les classes populaires que dans d'autres catégories sociales, mais donc il y a aussi des raisons qui expliquent qu'ils cherchent à protéger leur environnement, mais en tout cas de façon de plus en plus explicite. Une volonté comme ça de dire on veut empêcher l'installation de certaines catégories de population dans notre voisinage. Mais ça, vous dites, c'est plutôt venu depuis le haut en quelque sorte, c'est-à-dire le haut du local, c'est-à-dire les responsables politiques locaux qui ne sont pas des professionnels de la politique, qui ne sont pas forcément d'ailleurs étiquetés au sens partisan du terme, parce qu'on sait que la politique locale, elle peut être plus variée, sans étiquette, comme on dit. Mais donc c'est plutôt venu à travers des discours, des prises de position par les responsables politiques locaux que inversement, je dirais, des habitants eux-mêmes qui auraient partagé avec leurs responsables politiques ces inquiétudes, comme si au fond il y avait eu une politique de l'insécurité culturelle, avec plein de guillemets, menée depuis le haut en quelque sorte, comme... Ouais. Alors, depuis le haut, ça dépend de quel haut... Je parle des maires dont vous parliez, c'est-à-dire de gens qui sont en responsable, enfin qui sont les élus de ces administrés auprès desquels vous avez enquêté. Oui, moi ce qui m'intéressait, c'était de montrer aussi que le vote FN, parce que leur attitude, leur choix dans la gestion de l'urbanisation se traduisent aussi par des votes FN, c'était de montrer que le vote FN n'est pas forcément le premier pas, ou qu'en tout cas il y a aussi des électeurs du FN qu'on peut absolument pas qualifier de personnes qui seraient désaffiliées ou en rupture avec les institutions politiques, puisqu'il s'agit d'élus qui, même s'ils sont des gens qui ne vivent pas de la politique, qui ne sont pas dans les partis, ont un certain nombre de responsabilités, effectivement. Et moi, ce dont je me suis un peu rendu compte, c'est aussi qu'en échangeant avec des institutions qui les incitaient, par exemple, à avoir des logements sociaux, ils arrivent très bien à montrer que dans la réglementation, il n'y a rien qui finalement impose de façon stricte aux élus
de construire des logements sociaux, en tout cas pour les petites communes, hein, le mot d'ordre de la mixité sociale n'est pas appliqué. Voilà, ils se rendent compte aussi que dans les grandes villes, il y a des moyens pour les élus de contourner certaines injonctions. Et donc tout ça nourrit leur sentiment que finalement, il serait légitime de vouloir contrôler le peuplement, de vouloir préserver la commune d'un certain nombre de familles qui viendraient des banlieues, etc. Et donc eux, bien sûr, ils font parler leur population en disant il y a des scores élevés du Front National, donc ça montre bien que les gens ne souhaitent pas voir arriver dans leur commune un certain type de population. Mais en tout cas, ces élus, ils sont en responsabilité et effectivement, ils ont un rôle aussi dans la banalisation de certaines attitudes de rejet. Et cette banalisation-là, on voit bien comment ensuite elle peut conduire à dire si on fait ça au niveau local, pourquoi pas ensuite voter pour un parti qui défend ça haut et fort dans l'espace politique national. Ce que vous dites est à rapprocher de ces fameuses rumeurs dont parlait récemment dans cette émission François Héran, qui, dans des territoires de même type, se sont propagées, rumeurs qui, selon lesquelles l'État réorganiserait l'installation sur le territoire national de populations venues de Seine-Saint-Denis, qu'il faudrait accueillir dans d'autres territoires, en particulier ruraux, etc. Et des rumeurs qui ont connu un succès assez phénoménal, sont diffusées sur les réseaux sociaux, ont fait l'objet d'articles de journaux par la suite, mais François Héran, qui travaille sur l'immigration, insistait beaucoup là-dessus. C'est-à-dire, au fond, quelle image ont de ces populations qu'il s'agirait de prévenir de venir s'installer, les gens que vous avez rencontrés? Est-ce que cette image passe par les médias? Ils n'en ont pas une connaissance directe, quotidienne. De ce point de vue-là, leur expérience sociale est très différente de celle d'habitants de grandes villes dans lesquelles les populations sont beaucoup plus mixtes socialement. Girard. Alors, il y a quand même des ménages dans ces territoires qui viennent de la banlieue lyonnaise, qui est pas loin. J'ai rencontré des gens qui venaient de Vaux-en-Velin, de Rieux-la-Pape, qui avaient vécu dans les banlieues et qui avaient, certains ont encore de la famille ou des enfants ou des proches qui vivent dans les banlieues, dans les quartiers d'habitat social. Et puis il y a aussi quelques quartiers d'habitat social dans les bourgs avec des familles racisées, des familles turques, ou dans un petit bourg voisin où il y avait de la métallurgie, des familles dont les pères sont venus travailler, il y a déjà les pères ou les grands-pères, il y a déjà un certain nombre d'années depuis le Maghreb. Donc il n'y a pas une distance géographique, il n'y a pas une étanchéité, voilà. Par contre, moi, ce qui m'a intéressé, c'est de voir qu'il y avait des enjeux d'accès à des ressources qui sont rares. C'est-à-dire, si on veut que ces enfants puissent s'installer dans cette commune-là, eh bien, il faut que les terrains à vendre, par exemple, ne soient pas... l'information circule de bouche à oreille, et il y a des gens dans le village qui disent on voudrait bien que ce soit des gens qu'on connaisse qui s'installent là. Si les gens qui vont faire construire dans le lotissement qui est en face de chez nous, on aimerait bien savoir qui c'est. Et donc, il y a cette forme d'entre-soi, qui est une forme aussi de reproduction du groupe social ou des positions qu'on a acquises difficilement et qu'on espère pouvoir voir transmettre à ses enfants, et ça se traduit par du coup une forme de fermeture de cet espace résidentiel. C'est-à-dire que le racisme n'est pas uniquement symbolique, il y a aussi des enjeux, racisme est un grand terme, mais il y a aussi des enjeux matériels à avoir accès à un certain nombre de ressources pour préserver ses positions sociales. Vous voulez dire que c'est aussi le produit d'une certaine politique menée par l'État, dont Anne Lambert parle bien aussi dans son livre, d'encouragement à l'accession à la propriété pour ces catégories populaires. Et de ce point de vue-là, on pourrait presque faire le rapprochement avec ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, où depuis Margaret Thatcher, il y a eu aussi l'idée qu'il fallait que tout le monde devienne propriétaire, ce qui est d'ailleurs beaucoup plus le cas en Grande-Bretagne qu'en France. Mais en France, ça a concerné aussi beaucoup de gens, y compris dans ces catégories populaires. On se rend peut-être moins compte quand on habite dans les grandes villes, où le prix du mètre carré est tel que les classes moyennes supérieures restent souvent locataires. Mais en fait, les classes populaires dans ce type d'habitat deviennent assez fréquemment propriétaires, et cela a une incidence sur leur vision du monde social, et à commencer par leur environnement immédiat. Oui, on peut dire que, en tout cas, pour revenir notamment sur Gilly, que ces ménages modestes qui s'installent dans le périurbain, ils sont pas du tout délaissés par les pouvoirs publics, parce qu'on se dit souvent, oulala, les aides sociales ou la politique de la ville, ça va aux familles qui habitent dans les quartiers, dans les cités, dans le logement social. Mais les familles populaires qui deviennent propriétaires, elles ont des aides. Alors c'est notamment les prêts à taux zéro. Voilà, tout ça. Anne Lambert a beaucoup de chiffres, a beaucoup travaillé là-dessus. Mais ça permet aussi de dire que, en fait,
ces aides ne sont pas perçues comme des aides sociales, parce que comme des aides de l'État, parce que notamment c'est pas les guichets de la même façon que les guichets sociaux, voilà. quoi. Exactement. On n'est pas dans le besoin. On accomplit une trajectoire de promotion. Donc voilà. Et en tout cas, Bourdieu avait déjà travaillé là-dessus dans les années 80 autour de la maison individuelle. Hein. C'est aussi des politiques d'aide à la construction. C'est-à-dire que c'est des politiques de soutien aux constructeurs de maisons individuelles, en fait. Quand l'État solvabilise des ménages pour qu'ils puissent devenir propriétaires. Ce sont les promoteurs qui sont aussi parmi les principaux bénéficiaires de ces politiques publiques. Mais ces politiques publiques ont eu ces incidences politiques qui probablement n'avaient pas été anticipées à ce point-là. Alors, on avait travaillé justement avec une collègue, Hélène Steinmetz et Anne Lambert, en montrant que dans les années 70, sous Giscard d'Estaing, il y avait vraiment l'idée de rendre les ouvriers propriétaires afin de les soustraire à l'influence du communisme. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai retrouvé ça au niveau local. Il y avait un élu député, puis sénateur, maire d'un chef-lieu de canton, qui lui était un soutien convaincu de Giscard dans les années 70 et qui a continué ses mandats jusqu'à la fin des années 80-90 et qui lui justement a promu, en fait il a empêché la construction de logements sociaux, d'ensembles collectifs. Il voulait préserver le caractère rural de son territoire pour justement offrir finalement aux entreprises du parc industriel une main d'œuvre en disant voilà, il y aura un très bon climat social, il y aura des ouvriers qui seront, alors il le disait pas comme ça, mais qui seront plus dociles parce qu'ils auront aussi des emprunts, ils seront engagés dans des trajectoires d'accès à la propriété. Il y avait vraiment l'idée de une main-d'œuvre qui se plie à l'esprit d'entreprise parce que c'est une main-d'œuvre rurale et une main-d'œuvre d'ouvrier qui ne vit pas dans les quartiers populaires mais qui devient propriétaire à la campagne. Au fond, ce que vous montrez, Violaine Girard, avec cette enquête, avec ce livre, rejoint à bien des égards d'autres approches, avec d'autres méthodes. Je pense aux travaux anciens déjà de Nona Mayer sur le Front National, qui soulignent à quel point, finalement, ce sont au sein des catégories populaires, les fractions qui sont, du point de vue de la représentation du monde, les plus proches d'une autre catégorie ou d'autres catégories qui sont les petits commerçants artisans, qui sont les plus enclins à voter pour le Front National et non pas les ouvriers non qualifiés, ceux qui sont dans des situations de sous-prolétariat ou de très grande précarité. Au fond, ce sont les fractions supérieures de ces classes populaires, celles qui se vivent davantage dans leur imaginaire comme en grande proximité avec les tout petits entrepreneurs ou les commerçants, les artisans, qui ont ce vote qui ressemble par ailleurs à celui de ces petits commerçants artisans. Oui, effectivement, c'est intéressant parce que du coup, c'est vrai qu'on peut faire des liens. Ce qu'on retrouve, c'est que il y a des formes, par exemple, j'en ai trouvé beaucoup de gens qui travaillent dans des entreprises où ils disent c'est des entreprises familiales, c'est pas des grands groupes, c'est des entreprises qui font de la alors ça peut être des grosses entreprises, mais des entreprises qui font de la sous-traitance. Et donc du coup, un certain nombre d'ouvriers ou de chefs d'équipe vont adhérer aux soucis ou aux contraintes que peut rencontrer leur patron. Il y a aussi tout un mouvement donc de déstructuration des structures syndicales. Le parc sur lequel j'ai enquêté, il y a un éclatement de l'emploi. Il y a plus de 100 entreprises différentes. Et il y a énormément de petites entreprises. Les ouvriers travaillent aujourd'hui très fréquemment sur des sites, dans des établissements de moins de 500 salariés. J'ai plus les chiffres exacts en tête, mais du coup, il y a la présence syndicale est moins importante. Et ça permet aussi de comprendre pourquoi l'idée de se sentir proche aussi de ces discours autour de l'entrepreneuriat ou tous les discours de la droite sur aussi la valorisation des savoir-faire manuels, des métiers manuels. Il faudrait revaloriser ces savoir-faire, etc. Ça rencontre un écho parmi ces fractions populaires et certains, j'en ai rencontré pas mal, qui cherchent à devenir indépendants, à devenir leur propre patron. Alors avec des difficultés économiques aussi très grandes, il y en a beaucoup qui n'y parviennent pas à rester. Mais ça explique aussi en tout cas le fait que ces fractions populaires soient plutôt politisées à droite et qu'ensuite ce soit parmi ces fractions populaires politisées à droite qu'on ait beaucoup de gens qui se tournent par déception vis-à-vis de la droite classique vers le FN. Ça, c'est important de le préciser pour là aussi tordre le cou à ce cliché qui voudrait que beaucoup de membres des classes populaires soient passés directement d'un vote communiste au vote Front National, par exemple. En fait, les parcours sont souvent bien plus complexes. Mais alors, la gauche dans ces territoires, ça veut dire qu'elle a complètement disparu. Vous disiez, il n'y a pas de présence syndicale pour les raisons que vous venez d'expliquer, la taille des entreprises, le caractère très éclaté des activités. La gauche est absente totalement.
Alors, elle a dans le territoire sur lequel vous avez travaillé. Dans le territoire sur lequel j'ai enquêté, oui, elle est très peu présente. Mais il y avait déjà dès les années 60 un grand nombre d'ouvriers paysans, et notamment j'avais rencontré un ouvrier d'une verrerie qui me disait oh là là, quand les militants de Lyon sont venus nous dire de nous mettre en grève en 68, on ne l'a pas du tout fait, etc. Donc il y a aussi des fractions populaires dans certains types de territoires ruraux. Ça ne veut pas dire que tous les ouvriers des territoires ruraux sont politisés à droite, mais il y a eu aussi des stratégies délibérées de casser les résistances qu'il pouvait y avoir. Moi, j'avais été frappée par la proximité géographique entre, à une vingtaine de kilomètres de ce parc industriel, une usine textile qui a été rachetée par un grand groupe, Rhône-Poulenc, et puis ensuite complètement déstructurée avec des vagues de départs successifs, et puis un licenciement collectif et une fermeture du site. Et en fait, ces ouvriers ruraux étaient syndiqués à la CGT, mais du coup, leurs résistances collectives ont été complètement cassées. Voilà. Et puis, il y a eu, en fait, vraiment une lignée d'élus de droite implantés localement qui sont alors là pour le coup des professionnels de la politique, le père puis le fils qui est un énarque et haut fonctionnaire, mais qui donc est député du coin et qui revient tous les week-ends faire la tournée des manifestations associatives et qui maintient son ancrage local, un ancrage local très très fort de la droite classique. Mais il n'y a pas non plus de structures militantes qui apparaissent publiquement liées au FN dans ce territoire-là. Alors, ce que pourrait avoir gardé de la gauche aussi un certain nombre de gens qui habitent ce territoire, c'est peut-être leur socialisation politique, parce que je pense aux travaux là de Céline Braconnier et Nana Mayer aussi sur les inaudibles, qui montrent qu'au fond, l'une des choses qui empêche de passer au vote Front National, c'est le fait d'avoir reçu une socialisation politique primaire de gauche. C'est-à-dire qu'il y aurait une forme d'immunité ou d'immunisation au vote Front National quand on a grandi dans une famille de gauche où la politique était importante, quelque chose d'important, même quand on n'a pas connu soi-même des engagements politiques ultérieurs. Est-ce que vous avez pu observer ça aussi? Oui, alors ça me permet de prendre l'exemple, c'est bien d'une femme parce que j'aime plutôt parler d'hommes ouvriers. J'avais une enquêtée qui a grandi dans une famille alors aujourd'hui elle a un peu plus d'une soixantaine d'années. Elle a grandi dans une famille avec un père ouvrier dans la Creuse et militant communiste, et elle a travaillé en usine, elle a ensuite été garde-malade, elle a arrêté de travailler pour élever ses enfants, elle a divorcé de son mari ouvrier et elle est gardienne d'un foyer de travailleurs et qui accueille aussi des familles de demandeurs d'asile. Et elle se retrouve, elle a réussi à faire requalifier son poste en responsable de site, mais elle se trouvait à côtoyer des assistantes sociales ou des travailleuses sociales plutôt politisées à gauche. Et elle arrêtait pas de me dire, mais elles sont naïves, elles voient pas que les familles bénéficient d'un certain nombre d'aides. Moi, j'ai jamais bénéficié d'aucune aide sociale. Donc elle tient ce discours-là, elle me dit, mais la gauche au pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien de spécial, on voit pas les choses changer. Et en même temps, elle se refuse à voter FN, elle a quand même ce barrage. Mais ça permet aussi de parler de la situation d'isolement d'un certain nombre de femmes employées dans des métiers où elles ne partagent pas les mêmes conditions de travail que des femmes des classes moyennes. Merci beaucoup Violaine Girard, merci d'avoir apporté de la complexité à cette situation de ces territoires périurbains qui sont trop souvent caricaturés dans le discours médiatique. Je rappelle le titre de votre livre, Le vote FN au village, trajectoire de ménage populaire du périurbain. Il est publié aux éditions du Croquant.